cette série de contes par Casilda Reguero. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous avez quel âge? 12 ans. 12. Et toi? 12. 6. 6. Et elle? 10 ans. Et ta sœur? 6 ans. Parfait. Alors, nous allons commencer ce spectacle de contes avec des contes pour les plus petits, hein, un conte pour les plus petits, et puis après on ira. Hein, on va raconter jusqu'à 12 ans, hein. Toi, tu es le plus grand, à peu près. Très bien. Et puis, pour les adultes, bien sûr. Alors, bienvenue dans le monde de la magie, dans le monde des contes. Maintenant, nous quittons le temps. Nous sortons de ce temps. Ça, c'est ma cloche magique. Quand je sonne cette cloche, nous sortons du temps et nous partons en voyage dans l'imaginaire. Et vous savez, comme on vous a déjà dit, dans cette maison, il y a un monsieur très important qui est né, qui a eu des idées très nouvelles. Un philosophe qui s'appelait Rousseau. Rousseau, il a écrit un livre sur comment éduquer les enfants. Alors, vous pouvez être reconnaissant, hein, parce que si ce n'était pas pour lui, je ne vous explique pas comment on éduquait les enfants à l'époque. D'ailleurs, j'ai une histoire pour vous parler de ça. À l'époque, en fait, on tapait les enfants pour leur apprendre des choses. Ils apprenaient les choses par cœur. Et puis, vous verrez après, vous pouvez passer à côté, il y a une gravure et un dessin de l'école des garçons de Paris. Et on voit le prof avec un bout de bois et puis les enfants comme ça. Et puis, paf, il les tapait sur les doigts pour leur apprendre les choses. Imaginez-vous, ils apprennent les choses par cœur. Maintenant, c'est plus comme ça, hein. Est-ce qu'on vous donne des fessées à la maison? Oui. Bon, ça peut arriver parce qu'on perd tous envers les nerfs en tout cas. Mais enfin, on ne tape pas les enfants comme ça de façon habituelle tous les jours ou bien. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Oh, les parents. Non, mais on perd les nerfs, c'est vrai, moi ça m'arrive. Mais on ne le fait pas systématiquement. Bon, je vais vous raconter l'histoire d'un petit enfant qui s'appelait Jojo. Jojo, alors, il était un vrai coquin. Et un vrai coquin. Et chaque fois qu'il n'était pas sage, son papa lui donnait une bonne fessée sur les fesses, le petit derrière. On va dire le popotin. Ça va ce mot? Oui. Oui, vous le comprenez? Ok. Et puis chaque fois qu'il désobéissait sa mère lui donnait une bonne fessée sur le popotin. Et puis chaque fois qu'il faisait une bêtise, sa mère lui donnait alors une fessée sur le popotin, merci. Bah, on va voir quelle sorte de bêtise faisait Jojo. Par exemple, piquer la lolette à son petit frère qui était un bébé pour le faire pleurer. Autre chose qu'il faisait, il prenait le dentifrice et il le vidait sur le miroir. Sa mère, je peux vous dire, n'était pas contente. Une autre bêtise qu'il faisait Jojo de façon habituelle, il prenait un feutre et il dessinait sur les murs. Bah, autre chose qu'il faisait Jojo assez facilement, c'était... Ah, ça, il adorait. Il piquait le dentier à son grand-papa. Pour l'entendre dire « Moi, qui m'a volé le dentier, je ne peux plus manger. » Il était aimé. Ou alors, il jetait les chaussures par la fenêtre du toilette. Ou alors, il prenait ses mains pleines de sauce tomate et il se les nettoyait sur le t-shirt blanc. C'était vraiment... Et alors sa maman, elle perdait les nerfs. Elle hurlait « Mais je ne peux plus avec toi !» Et alors, elle lui donnait une fessée sur le Popotin. Un jour, son petit derrière a parlé. Elle lui a dit, oui, ça peut arriver. Il lui a dit,
Dis donc, Jojo, tu pourrais essayer d'être sage. C'est toujours moi qui se prends les fésés. Il était même pas surpris que ce popotin parle. Même pas. S'il te plaît, sois un petit peu plus sage. Mais il a ignoré la voix de son petit derrière et il a continué à faire tout plein de bêtises. Mais tellement de bêtises que sa maman, un jour, lui a donné vraiment une énorme fessée sur le... Popotin. Et là, son petit derrière, il s'est dit, c'est fini. Et alors, pendant la nuit, alors que tout le monde dormait à la maison, tout le monde dormait, tout à coup, son petit derrière a parlé à nouveau et lui a dit, Jojo, c'est fini, il y en a marre. Tu sais, puisque tu ne veux pas changer, bah moi, j'ai décidé de m'en aller et de te laisser tout seul. Et le petit derrière a pris son petit chapeau et sa petite malle, il est descendu du lit et il est parti. Et vous savez ce qu'il a dit, Jojo? Il a dit, de toute façon, je n'avais pas besoin. Tu parles. Le lendemain matin, il se réveille et quand il va prendre son petit déjeuner, il va s'asseoir et chou, il glisse de la chaise. Il ne peut pas s'asseoir parce qu'il n'a pas de... derrière. Il se dit, bon, c'est pas grave. Je vais aller jouer avec mes copains. Ah non, mais avant, je vais aller aux toilettes. Alors, il va s'asseoir sur le toilette pour faire ses choses à lui. Et puis, il a failli tomber dans la cuvette. Parce qu'il n'avait pas de... Et il est allé jouer avec ses amis. Il a voulu s'asseoir sur la balançoire, mais il glissait aussi parce qu'il n'avait pas de... Mais c'est pas tout. Il ne pouvait ni faire du vélo, ni monter sur les petits chevaux du carrousel, mais rien du tout, ni faire du toboggan. Rien. Alors, ce jour-là, il a pensé très fort. Il a dit, je t'en prie, Popotin, reviens. Allez, vas-y. Et cette nuit-là, il s'est endormi en pleurant. Si vous pensez que le derrière, ça sert à rien. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, très lentement, il a essayé de toucher le bas de son dos et... Il était revenu. Il était là tout rond, tout joli. Il était revenu, ce petit popotin. Il était tellement content. Il est allé prendre le petit déjeuner et ce jour, il a été très sage. Il a bien mangé, il n'a pas fait de bêtises. D'ailleurs, sa maman, elle s'est dit, oh, mon Jojo, alors, qu'est-ce qu'il est sage, hein, aujourd'hui, hein. Et depuis ce jour, hein, le petit popotin de Jojo a été le popotin le plus chouchouté du monde entier. Vous pouvez applaudir. Bon, alors je vais maintenant vous raconter aux grands des choses un peu plus adaptées à votre âge. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'une des idées de Rousseau, très importante, était que tous les êtres humains sont égaux. Parce qu'à l'époque, ouais, égalité, on est égal. Toi et moi, et puis l'autre, on est tous la même chose. Pourquoi ils pensaient ça? Parce qu'à l'époque, l'ancien régime, au XVIIIe siècle, le monde, la société était divisée en classes. Très séparées. Et on ne pouvait pas passer d'une classe à l'autre, attention. Il y avait la monarchie, les nobles, tous les gens riches qui avaient tous les privilèges, hein, et tout le pouvoir et tout l'argent, d'accord? Il y avait le clergé, qui avait aussi pas mal de pouvoir et d'argent. Hein. Et puis après, il y avait le tiers d'État, c'est-à-dire le peuple, tout le reste. Et puis on ne pouvait pas monter de classe, changer de classe. Si tu étais le fils, je sais pas moi, n'importe quoi, d'un cordonnier, bah, tu pouvais seulement être cordonnier. C'était pas comme maintenant, tout le monde peut étudier, aller à l'université, faire ce qu'il veut. À l'époque, on ne pouvait pas. D'accord? C'est pourquoi il y a beaucoup de contes de l'époque, des contes médiévaux, et puis, bon, lui, il est du XVIIIe siècle, mais où il y a des gens très simples qui font partie, qui deviennent des nobles ou des gens de la monarchie. Et je vais vous raconter une histoire sur un roi assez particulier.
que la reine est morte, le roi s'est étendu sur sa tombe et a pleuré désespérément. Après plusieurs jours, ses conseillers sont venus et lui ont dit « Majesté, vous devez retourner au château ou un malheur s'abattra sur le royaume. » « Non, » a dit le roi. « Je n'y retournerai jamais. Si je retournais, d'abord je souffrirais. Ensuite, je deviendrai amer et je finirai par être un roi cruel. Vous devez choisir un autre roi. » Les conseillers ont dit « Mais Majesté, comment allons-nous choisir un autre roi? Vous n'avez pas d'héritier. » « Dans mon palais, il a dit le roi, vous trouverez mon faucon. Lorsqu'il s'apercevra que je ne reviendrai jamais, il souffrira et il tentera de me rejoindre. Alors, enfermez-le dans sa cage et ne lui donnez pas à manger pendant 3 jours. Le 3e jour, ouvrez sa cage et prenez pour roi celui sur l'épaule duquel il se posera. » Les nobles ont fait exactement ce que le roi leur a demandé. Ils sont allés au palais, ils ont trouvé le faucon de chasse du roi, ils l'ont enfermé dans sa cage, ils ne lui ont pas donné à manger pendant 3 jours, et au 3e jour, une énorme foule de nobles était là, rassemblée dans le jardin du palais. Il y en avait qui s'étaient accrochés aux épaules des rats morts et d'autres délices. D'autres tenaient des branches pour essayer de voir si le faucon se posait dans la branche. D'autres soutenaient les plus attirantes faucons femelles. Alors vous pouvez imaginer leur fureur, leur furie quand le faucon du roi est sorti de sa cage, est passé en volant par-dessus leur tête et a disparu des terrains du palais. Les nobles, ils ont tous couru derrière le faucon. Et c'est en remontant la crête de la colline qu'ils ont vu arriver un pauvre et simple berger avec le faucon royal posé sur son épaule. Lorsqu'ils ont vu ça, les nobles sont devenus furieux. « Non, mais ce n'est pas le faucon du roi !» a dit l'un d'entre eux. L'autre, « Nous n'allons pas accepter un berger crotteux comme roi. » Et puis, mais le plus sage d'entre eux a dit, « Attendez, cet homme a été choisi par le destin. Le destin est bien plus sage qu'aucun d'entre nous. Il sera notre roi. » Et c'est ainsi que ce pauvre et jeune berger est devenu roi. Mais le temps passait et le nouveau roi ne se mariait pas. Et vous savez, à l'époque, c'était important, si tu étais roi, de te marier et avoir des héritiers, parce que sinon, ta dynastie, ta famille, perdait le pouvoir. Et comme vous savez, à l'époque, tu étais ce que ton père était. C'était pas que tu étais toi-même, mais si ton père était cordonnier, tu étais cordonnier. Si ton père était roi, tu étais roi. C'était comme ça. Alors, il fallait absolument avoir un enfant pour qu'il puisse devenir roi. Alors, mais le roi ne se mariait pas. Et bon, ils lui ont dit, les conseillers, mais Majesté, vous devez vous marier, avoir un héritier. Parce que le faucon du roi précédent, il a disparu à jamais. Maintenant, nous n'avons plus moyen de choisir un autre roi. D'accord, a dit le roi berger. Mais je n'épouserai que la femme qui puisse répondre à 3 questions. Voilà un autre philosophe. Il n'y a pas que Rousseau. Donc, les questions sont les suivantes. Quelle est la distance entre l'Est et l'Ouest? Quelle est la distance entre la terre et le ciel? Et quelle est la distance entre la vérité, ça c'est philosophique, et le mensonge? Ben oui. Alors évidemment, tous les nobles sont allés consulter des sages, comment on dit ces gens qui devinent des choses? Des savants. Des devins, des sages, pour essayer d'arriver à épouser à marier leur fille avec le roi. Mais le roi n'était satisfait avec aucune des réponses qu'ils lui ont apportées. Jusqu'au jour où une jeune fille, simple et pauvre, est arrivée au palais et a demandé à tenter sa chance. Enfin, simple, non, je veux dire pauvre plutôt.
Elle est arrivée au palais et elle est allée demander, enfin, elle a demandé qu'on lui laisse tenter sa chance. Alors, quand on l'a emmenée devant le roi, elle lui a dit, Majesté, la réponse est bien simple. La distance entre l'Est et l'Ouest est un jour, car ceci est le temps qui prend au soleil pour voyager depuis l'Est jusqu'à l'Ouest. La distance entre la terre et le ciel est un regard, car d'un seul regard, nous pouvons passer depuis la terre jusqu'au ciel. Et la distance entre la vérité et le mensonge est la paume d'une main, car ceci est la distance qui sépare l'œil de l'ouïe, de l'oreille. Et l'on doit toujours croire à la vérité que l'on voit avec ses propres yeux avant de croire au mensonge que l'on entend avec ses oreilles. Le roi était enchanté avec ses réponses et il a demandé à la jeune fille de l'épouser et elle a accepté. Mais elle lui a dit, mais Majesté, avant notre mariage, j'aimerais que vous me promettiez quelque chose. Si un jour je devais vous déplaire et que vous décidez de me bannir du royaume, promettez-moi de me laisser emporter avec moi ceux que j'aime le plus. Mais moi je ne te bannirai jamais, a dit le roi. Mais enfin, d'accord, tu as ma promesse. Et puisque nous en sommes en promesse, je vais te raconter un secret que tu ne devras jamais révéler à personne. Tu dois me promettre de ne jamais le révéler à personne. Dans ma salle du trésor, je garde ma vieille peau de mouton que je portais sur moi le jour où le faucon royal se posait sur mon épaule. Car ainsi, chaque fois que j'aille voir mon trésor, je vais pouvoir me rappeler d'où je viens, puisqu'il avait des humbles origines et il voulait se rappeler d'où il venait. Elle a accepté, ils se sont mariés et le royaume sous leur règne a prospéré. Jusqu'au jour où un pauvre homme a été surpris en train de voler une miche de pain. À l'époque, c'était pas comme maintenant, les châtiments étaient plus durs. Ah oui, oui, c'est les effets spéciaux du coup. Oui, on te mettait pas en prison ou te donnait une amende. Non. À l'époque, le vol était puni avec la mort. Et alors que cet homme qui avait volé la miche de pain attendait d'être jugé devant le roi, il était en prison, ses amis sont venus et lui ont dit, mais va voir la reine, elle est une femme sage et compatissante, il va pouvoir t'aider sûrement. Alors l'homme a demandé une audience avec la reine et il lui a dit, Majesté, vraiment, je n'ai volé ce pain que pour nourrir ma famille affamée, car en dépit de votre bonne gouvernance, il y a encore des gens qui souffrent dans votre royaume. En écoutant cela, la reine lui a dit, bon, d'accord, lorsque tu seras demain devant le roi, dans le jugement, tu lui dis exactement ce que tu viens de me dire. Et après, tu lui dis ça. Il lui a susurré quelque chose à l'oreille. Le lendemain, lorsque l'homme est venu, a été jugé devant le roi, il lui a dit la même chose. Majesté, je n'ai volé ce pain que pour nourrir ma famille affamée. Parce qu'il y a encore des gens qui souffrent dans votre royaume, même si le royaume est prospère. Et ensuite, il a rajouté, et je vous jure que ce que je vous dis est aussi vrai que la peau de mouton qui est pendue dans votre salle au trésor. En entendant cela, le roi était furieux. Il est allé parler avec la reine. « Tu m'as trahi, et je ne pourrai plus te faire confiance. Tu es banni de ce royaume. » D'accord, a dit la reine, bien que ce que j'ai fait n'a été que pour éviter une injustice. Mais d'accord, mais n'oubliez pas la promesse que vous m'aviez faite le jour de notre mariage. Ah oui, emporte ce que tu voudras. Allez, prends ce que tu veux et pars. Mais avant mon départ, avant de partir, a dit la reine, partagez avec moi une dernière coupe de vin en souvenir de toutes ces années de bonheur que nous avons partagées. Bon, d'accord, a dit le roi. La reine lui a servi une coupe de vin et y a versé un puissant somnifère.
de sorte que dès que le vin a touché les lèvres du roi, il s'est profondément endormi. Elle a alors fait appeler 2 serviteurs fidèles à qui il leur a ordonné d'envelopper le roi dans une couverture et de le placer sur son cheval. Et en tirant le cheval, elle a quitté le royaume. Le lendemain matin, le roi s'est réveillé dans un territoire étrange. Il avait mal à la tête. Mais où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Et qu'est-ce que tu fais avec moi? A dit la reine. Vous m'aviez promis que je pourrais emporter avec moi ce que j'aime le plus. Et ceci, mon cher, c'est vous. En entendant cela, le roi a ri à plein poumon. Il a demandé à la reine de le pardonner et de retourner avec lui au château. Ils ont vécu ensemble heureux de longues années. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires sur des gens du peuple qui deviennent des rois ou des reines. Dans ces contes très anciens de la tradition orale qui ont duré des milliers d'années parce qu'ils sont vrais, quelque part. Vrais dans le message. Alors j'ai une autre histoire qui est une histoire espagnole. La pauvre jeune fille était amoureuse du roi depuis le jour où elle l'avait vu passer à cheval pour aller à la chasse. Elle était vraiment amoureuse. Alors, elle était toute émue lorsqu'elle a entendu la proclamation. Toute femme qui désire épouser le roi doit se rendre au palais. Toute femme qui désire épouser le roi doit se rendre au palais. Elle est entrée en courant à sa maison et elle a lancé à sa maman. Maman, je pars tout de suite pour le palais, je vais me marier avec le roi. Quoi? Lui a dit sa mère. Toi, toujours en train de rêver. Le roi ne pense à des pauvres jeunes filles comme toi. Elle pense aux nobles, aux riches. Ah non, mais oublie cette idée. Ils riront de toi et te chasseront du palais. Peu m'importe, maman. Au moins, je pourrai voir le roi. Et voilà qu'elle est partie tout de suite pour le palais. En arrivant, elle était effondrée. Comme lui avait prédit sa mère, il n'y avait que les femmes les plus riches et les plus nobles du royaume. Alors la pauvre, elle s'est placée au bout de la file de femmes, le regard baissé, alors que les autres se moquaient d'elle. Tout à coup, le roi est apparu. Ils l'ont tous reçu avec leurs sourires les plus coquets. Sauf la pauvre jeune fille qui était là, au bout de la file, le regard baissé. Elle avait honte de ses habits, tout troués et vieux, en haillons. Alors, le roi a parcouru la file de femmes en donnant à chacune un pot de terre et une graine. Ensuite, il s'est retourné, il est retourné à la tribune, il s'est tourné vers les gens et a dit, vers les femmes, et a dit, rentrez toutes chez vous, plantez cette graine que je viens de vous donner dans le pot de terre, revenez dans 3 mois, et celle qui aura la fleur la plus belle sera mon épouse. La pauvre jeune fille a pris son pot de terre et est rentrée chez elle, le cœur battant. Alors, en arrivant chez elle, elle a soigneusement planté la graine dans la terre. Et puis, elle l'a bien arrosée. Pendant 3 mois, chaque fois qu'il faisait beau, elle sortait son pot au soleil. Chaque fois, pendant les nuits froides, elle le mettait à l'abri. Et voilà que pendant 3 mois, elle a vraiment pris soin de son pot de terre. Elle lui parlait, elle lui chantait, mais au bout de 3 mois, rien n'avait poussé. Son pot restait toujours vide. Maman, demain est le jour où je dois me rendre au palais avec ma fleur. Quoi? La mère espagnole. Ta fleur? Non mais regarde ton pot. Il est vide ton pot. Il n'y a absolument rien. Ah non. Mais ils te frapperont, ils te chasseront. Ah non mais c'est la honte. Tu iras pas au palais demain. Maman, mais c'est pas grave. Au moins je pourrai voir le roi une dernière fois. Voilà. Je vais aller de toute façon. Et le lendemain, elle s'est rendue au palais avec son pot vide. En arrivant, elle était vraiment effondrée. Toutes ces femmes, belles et nobles, chacune avec une fleur plus merveilleuse que l'autre. Des couleurs incroyables,
des formes fantastiques, de parfums merveilleux. Mais imaginez ça, de centaines de fleurs magnifiques, et elle avec son pot vide. Alors elle se place au bout de la file, le regard baissé, de nouveau tout le monde se moque d'elle, et le roi apparaît. Il parcourt la file de magnifiques femmes avec ces fleurs incroyables, sans même leur adresser un regard. Il arrive au bout de la file, prend la jeune fille par la main, retourne à la tribune et dit « Voici la femme qui sera mon épouse. » Les autres étaient furieux. « Comment? ¿Esa? Ah, no, por favor. Pero mire si no tiene flor ni nada de eso que es. La mía es muy bonita. Non, mais regarde-moi ça. Elle n'a rien du tout. Et ma fleur est merveilleuse. » Le roi a levé la main pour demander le silence. Les graines que je vous ai données avaient été grillées. Elles ne pouvaient pas germer. Elles étaient toutes stériles. Voici la seule femme qui a dit la vérité. Elle sera mon épouse. Vous pouvez applaudir. Et maintenant une histoire anglaise. Qui est l'auteur ici? C'est des contes traditionnels. Il n'y a pas d'auteur, hein. C'est de la tradition orale, ils sont vieux. Mais il y a plusieurs versions, il y a la même version en Chine. Et notre histoire très pareille avec le même message. Celle-ci en Chine en particulier. Mais non, mais c'est de la tradition orale. Il n'y a vraiment pas d'auteur. Mais en tout cas, c'est des histoires qui ont duré... Parce que vous savez, les enfants, les garçons, avant, il n'y avait pas de télé, ni tout ça. Et puis la télé, c'était les conteurs. Ouais, on se réunissait pour écouter des contes, ou les grands-mères, ou les gens qui racontaient, les grands-papas. Alors maintenant, une histoire dans laquelle vous pouvez participer, les grands aussi. C'est aussi une histoire d'un homme très pauvre, qui enfin, finalement, devient riche grâce à son talent. Et surtout sa créativité. Il était une fois un fermier qui vivait avec sa femme et ses vieux parents. Ils étaient pauvres depuis toujours. Mais en plus, la mère était devenue aveugle. Et en dépit de plusieurs années de mariage, le fermier et sa femme n'avaient pas d'enfants, ce qui à l'époque était très grave. Parce que les fermiers, ils n'avaient pas de machine, hein. C'était les enfants qui les aidaient à travailler. Donc ils avaient beaucoup d'enfants pour avoir beaucoup de mains pour travailler les champs et avoir assez à manger. Donc la situation était grave, mais en plus cette année-là, ils ont perdu les récoltes et ont commencé à avoir très très faim. Un jour, le fermier désespéré, il a pris son fusil et la dernière cartouche qui lui restait et est sorti chercher quelque chose à mettre dans la marmite pour sauver sa famille de la faim au moins un jour de plus. Et alors qu'il marchait à travers les champs, abattu, mort de faim, tout à coup, il voit apparaître derrière un arbre le plus merveilleux des animaux. Une licorne. Le fermier était figé par la beauté de cet animal. Mais il s'est très vite rappelé de sa famille affamée qui l'attendait à la maison. Et rempli de tristesse, il a levé son fusil et a pointé sur la licorne pour la tuer. Mais avant qu'il ne puisse faire feu, la licorne a levé la tête et a dit « Fermier, épargne-moi la vie et je te concéderai un vœu. » Soulagé, le fermier a baissé son fusil. Un vœu avait sûrement bien plus de valeur que la nourriture qu'il pourrait retirer de ce pauvre animal. « Merci, fermier, » a dit la licorne. « Un vœu est à toi. » Et en disant cela, la licorne a disparu en fumée. Le fermier, il était enchanté. « Un
Mais comme vous le savez tous, lorsqu'on vous octroie un vœu, la seule chose que vous ne pouvez pas demander, c'est d'avoir plus de vœux. Et le fermier savait aussi cela. Il savait qu'il n'avait qu'une seule et unique chance. Alors il a fait demi-tour et il a commencé à marcher en direction de la ferme. Et alors qu'il marchait, il réfléchissait, qu'est-ce qu'il pourrait demander à la licorne? Un vœu. Et puis chaque fois qu'il pensait à quelque chose de parfait, ah non, 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 quelque chose de mieux lui venait à l'esprit, non. Ah non, ah, non, ça, c'est mieux. Ah non, non, non. Ah oui, ça. Bon, chaque fois il changeait d'idée et finalement, il est arrivé à la ferme, il était complètement confus. Alors il est entré dans la maison et a raconté à sa femme et ses vieux parents ce qui lui était arrivé. En entendant l'histoire, sa mère, aveugle, lui a dit « Oh, mon fils, je t'en prie, demande à la licorne de me redonner la vue. Si je pouvais voir, je pourrais vous aider à travailler. Nous aurions assez à manger à nouveau. Je t'en prie, demande à la licorne de me redonner la vue. » Mais son père lui a dit « Mais mon fils, non, écoute, nous avons toujours été pauvres. Ça, c'est la cause de toutes nos misères. Demande à la licorne de nous donner de l'or. Et avec de l'or, nous pourrons payer un bon médecin pour soigner ta mère. Et même si on n'arrive pas à la soigner, au moins nous aurions une bonne maison, assez à manger. Nous serons riches. Allez, mon fils, vas-y, demande à la licorne de l'or. » Mais sa femme, « Non mais, mon amour, je t'en prie. Tu sais que j'ai toujours voulu avoir un enfant. Allez, demande à la licorne de nous donner un enfant. Et je suis sûre que tout ira bien pour nous, une fois que nous aurions un enfant. » Bon, si le fermier était confus avant, maintenant il était 3 fois plus. Voici les 3 personnes qu'il aimait le plus au monde. Et il voulait pouvoir donner à chacun ce qu'il désirait. Mais ceci était impossible. Il y avait combien de personnes? 3. Et combien de vœux? 1. Alors, craignant que dans sa confusion, il laisse échapper n'importe quelle bêtise et il gâche sa seule et unique chance, le fermier est sorti en courant de la maison et a commencé à tourner en rond, à tourner en rond. Et tout à coup, il a trouvé la solution. Il est rentré dans la maison et a dit, et c'est là où vous pouvez m'aider, qu'est-ce qu'il pourrait demander comme vœu pour que tous les vœux soient en un? Les 3 vœux. Non, mais quelque chose de plus précis, parce qu'on avait dit qu'il en a qu'un. Les 3 vœux, comme ça, non. Quelque chose de plus précis. Une idée? Alors, demander à la licorne si il pouvait... Ah non, 3 en 1. 3 en 1. Ah, ouais, c'est facile, on dit. C'est facile. On dit les 3 phrases en 1. Voilà, c'est facile, on dit les 3 choses, les 3 phrases en 1, il a dit. Qui peut me donner une idée? Demander d'avoir un bébé médecin et riche. D'avoir un bébé médecin et riche. Mais tu sais, c'est pas mal, hein, c'est très bien. Mais en fait, le fait d'être médecin, ça ne veut pas forcément dire qu'il va soigner la grand-mère, hein, le bébé. Devenir médecin, c'est pas mal, mais ça va pas te donner un enfant d'être médecin en soi. Que toute la famille soit heureuse. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est dans ce sens-là, mais il me faut quelque chose de plus précis. Une phrase qui contienne... 3. Quelqu'un a une idée encore? Ben, moi, j'en ai une. Bon, d'accord, je vous donne la réponse. Non, mais les grands, vous devez savoir. Alors, en fait, moi, je ne savais pas. Quand je l'ai écouté la première fois, j'étais assez surprise. Bon, il rentre en courant dans la maison et il dit « Licorne, je désire
que ma mère puisse voir mon bébé endormi dans un berceau au nord massif. Pas mal. Alors, vous voyez, des fois, avec la créativité, on peut résoudre des problèmes dans la vie. Et c'est un peu ce que Rousseau disait, qu'il fallait laisser les enfants découvrir par eux-mêmes. Qu'il fallait laisser les enfants écouter ses propres sensations. Hein, c'était vraiment grâce à lui qu'aujourd'hui, on ne vous fait pas apprendre tout par cœur. Hein. C'est lui que, dans son livre « Émile ou de l'éducation », il a donné ces idées un peu révolutionnaires de laisser les enfants réfléchir. C'est pour ça que je vous ai fait réfléchir un peu. Bon, on a beaucoup d'adultes ici. Bon, alors, je vais vous raconter une histoire, une des légendes du roi Arthur. Vous allez avoir un peu peur. Hein. Les adultes, je veux dire. Non, mais... Toi, t'as ta maman près d'ici? Ouais, elle est là? Ouais. Ah, elle est là. Super. Vous êtes prêts? Il y a beaucoup de légendes sur le roi Arthur. Vous connaissez le roi Arthur un peu? Il y a beaucoup de légendes du roi Arthur. Et voici l'une des plus modernes, hein, que pour moi a quand même un lien avec les idées de Rousseau. Que nous sommes tous égaux et que nous avons tous le choix d'être qui on veut dans la vie. On y va. Un jour, le roi Arthur et ses chevaliers étaient à la chasse. Quand soudain, le roi a vu, au loin, un cerf blanc rentrant dans la forêt, et il se mit à le pourchasser. Dans la craque, il s'est vu séparé du reste de ce chevalier, mais il a continué à pénétrer de plus en plus profondément dans la forêt. Bien qu'il chevauchait de plus en plus vite, il ne réussissait pas à rattraper cet étrange cerf blanc. Finalement, l'animal est entré dans une clairière. Le roi l'a suivi. Tout à coup, le cerf s'est retourné face au roi, et en se tournant, il s'est transformé. D'un cerf, il est devenu un immense chevalier armé jusqu'aux dents. Ce chevalier a arraché Arthur de son cheval, lui a mis un pied sur la poitrine, a dégainé son épée et a hurlé « Arthur, prépare-toi à mourir !»« Je n'ai pas peur de mourir, » a dit le roi. « Mais vous déshonorez en me frappant de la sorte. Vous êtes totalement armé et je ne porte que mes habits de chasse. Je me battrai avec vous, si tel est votre désir. Mais laissez-moi retourner à mon château, chercher mon armure, et alors nous aurons un combat équitable. »« Bien, Arthur, a dit le chevalier, je t'épargne la vie au moins pour le moment, mais à une seule condition. Promets-moi de revenir ici dans 1 an et 1 jour, avec la réponse à la question. Qu'est-ce que les femmes désirent plus que tout au monde? Et si tu échoues, je te couperai la tête, entendu? »« Entendu, a dit le roi. Le chevalier a retiré son pied et a disparu dans la forêt. Le roi est remonté sur son cheval et est retourné à son château, où il a raconté à tous son aventure. Et leur a exprimé son intention de passer l'année à venir à parcourir son royaume en quête de la réponse à la question « Qu'est-ce que les femmes désirent plus que tout au monde ?» Et l'un de ces chevaliers, nommé Gauvin, en entendant l'histoire, a fait un pas en avant et a dit « Majesté, laissez-moi vous accompagner. » Et c'est ainsi qu'Arthur et le chevalier Gauvin sont partis ensemble en mission. Partout où ils allaient, ils demandaient aux gens qu'ils rencontraient qu'est-ce que les femmes désirent plus que tout au monde. Bon, certains ont dit certaines choses, d'autres choses et d'autres, bien d'autres choses encore. Et ils ont écrit toutes les réponses sur un long parchemin. Et quand une année entière s'était écoulée, quand il ne restait qu'1 jour, ils ont fait demi-tour et ils ont pris le chemin de la clairière où Arthur devait rencontrer le chevalier malveillant. Mais alors qu'ils chevauchaient, leur cœur était lourd. Car bien qu'ils aient récolté beaucoup de réponses, au plus profond d'eux-mêmes, ils savaient qu'aucune d'entre elles n'était la bonne. Et en traversant la forêt,
Ils sont arrivés à un croisement de chemin. Et là, à côté du croisement, ils ont vu un tas de haillons noirs. En s'approchant, ce tas de vieux habits s'est mis à bouger. Et les regardant malicieusement s'y trouver la femme la plus effroyable qu'ils aient jamais pu imaginer. Et quand je vous dis que la vieille était laide, hein, je ne vous parle pas de ce genre de laideur que l'on trouve au coin de la rue. Non. Elle était moche, mais moche comme ce n'est possible que dans un horrible cauchemar. Ses cheveux pendaient comme un tas de serpents gris et graisseux. Sa peau était écailleuse comme celle d'un poisson. Ses yeux, 2 points rouges enfoncés dans son visage. Sa bouche était une balafre qui lui traversait la face, d'où n'apparaissaient pas des dents, mais des crocs jaunes. Lorsqu'elle parlait, sa voix sonnait comme des ongles grinçants sur un tableau noir. Et elle puait tellement que même les chevaux s'éloignaient d'elle. En les voyant s'approcher, la sorcière, puisque c'était une sorcière, a levé la tête et leur a dit: « Alors, joli garçon, où allez-vous ainsi ?» Surpris, le roi Arthur a tiré sur les rênes de son cheval et a dit Madame, nous sommes en quête d'une réponse. Ah, une quête. D'après ce que j'ai entendu, vous n'avez pas eu beaucoup de chance, pas vrai? Mais madame, a dit le roi, que voulez-vous dire? Que nous n'avons pas eu de chance. Nous avons un parchemin, nous avons récolté une liste avec beaucoup de réponses. Ah, peu importe combien de réponses vous avez. Cela ne vous servira à rien si vous n'avez pas la bonne, pas vrai? En entendant cela, Arthur a senti son cœur battre dans sa poitrine. Madame, a-t-il dit, si vous savez cela, peut-être alors connaissez-vous la réponse à la question. Ah, mais bien sûr que je la connais. Eh bien, dit le roi, pour l'amour des dieux, dites-la nous, et je vous récompenserai avec autant d'or que vous voulez. Ah, mais ce n'est pas de l'or que je veux. Eh bien, dit le roi, dites-moi ce que vous voulez, et si je le peux, vraiment, je vous le donnerai. Je vous donnerai la réponse seulement si l'un de vos chevaliers promet de se marier avec moi. Madame, a dit le roi, sans vouloir paraître grossier, il m'est absolument impossible de demander une telle chose à l'un de mes nobles chevaliers. Alors adieu, peu m'importe qu'il vous tranche la tête. Bon, Arthur allait reprendre sa route, son chemin, quand le chevalier Gauvin a dit « Attendez, Majesté, si cette dame nous donne la réponse à la question et qu'ainsi elle vous sauve la vie, mais moi-même je me marierai avec elle. » Le roi se retournait vers Gauvin et lui a dit « Mais Gauvin, pour l'amour des dieux, pense bien à ce que tu dis. T'as vu la tronche qu'elle a? » Non, Majesté, si elle nous donne la bonne réponse et qu'elle vous sauve la vie, mais bien sûr que je me marierai avec elle. Ah oui, tu me plais beaucoup, Gauvin, tu es très mignon. Et alors la sorcière leur a donné la réponse à la question. La bonne. Mais ils ne l'ont pas écrite sur leur parchemin, dans l'espoir que le chevalier malveillant soit satisfait avec l'une des réponses qu'ils avaient déjà, et qu'ainsi Gauvin n'ait pas à se marier avec cette horrible sorcière. Et ils ont repris le chemin de la clairière. Là, ils attendaient déjà assis le chevalier. Sur ses cuisses, une énorme hache qu'il était en train d'aiguiser. En les voyant s'approcher, il a levé la tête et a dit « Alors, Arthur, tu m'as ramené ma réponse ?» « Nous vous avons ramené beaucoup de réponses, a dit le roi, en donnant au chevalier le parchemin avec la liste. Le chevalier
se mit à la lire. Mais plus il lisait, plus fort il riait. Arrivé à la dernière réponse, il a jeté la liste par terre et a dit « Arthur, prépare-toi à mourir. La réponse n'est pas ici. » Mais Gauvin a dit « Attendez, nous avons encore une réponse. La voici. Ce que les femmes désirent plus que tout au monde est le pouvoir de diriger leur propre vie. » En entendant ces paroles, le chevalier était furieux. « Ah, c'est la bonne réponse !» Et il est parti en courant comme un ouragan dans la forêt. Ouh, je vous l'avais bien dit. Viens, Gauvin, allons nous marier. Et c'est ainsi qu'Arthur, Gauvin et la sorcière sont retournés au château. Le peuple s'est réjoui du retour d'Arthur et de Gauvin après une année entière d'absence. Mais il était très surpris de voir cette étrange créature qui les accompagnait. Et lorsque les gens ont appris que Gauvin devait se marier avec la sorcière, un froid silence s'est abattu sur la cour et tous ont pris le deuil pour le triste destin du pauvre Gauvin. Mais une promesse est une promesse. Gauvin et la sorcière se sont mariés. La nuit venue, ils ont rejoint leur chambre à coucher. La sorcière s'est glissée sous les draps. Incapable de s'approcher d'elle, Gauvin faisait les 100 pas d'un bout à l'autre de la chambre. Finalement, la sorcière a sorti les yeux sous les draps et a dit « Oh, mon Gauvin chéri, nous sommes mariés femmes. Viens ici et donne-moi un petit baiser. » Gauvin a respiré profondément, s'est approché du lit, a fermé les yeux, s'est penché en avant et a embrassé la sorcière. Vous voyez, a dit une jolie voix, ce n'était pas si mal, pas vrai? Gauvin a ouvert les yeux et là, étendue sur le lit, se trouvait la plus belle jeune femme qu'il ait jamais vue. Gauvin, a-t-elle dit, avec ce baiser, vous avez brisé le sort qui me possédait, ou tout au moins la moitié du sort, car je ne peux garder ma beauté que la moitié de la journée pour l'instant. Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Voulez-vous que je sois belle durant le jour et que je vous fasse honneur devant la cour, mais laide pendant la nuit? Ou préférez-vous que je sois laide durant le jour, mais belle pendant la nuit lorsque nous sommes seul à seul? Gauvin est resté pensif. Et ensuite, il a dit « Madame, le choix est à vous. » En entendant cela, il a souri et a dit « Gauvin, ceci est la bonne réponse. Avec elle, vous avez brisé la deuxième partie du sort. Et dès maintenant, je serai belle pour toujours. » Bon, je crois qu'on doit s'arrêter sur ces beaux mots. Merci.